Bienvenue tout le monde. Merci d'être ici en si grand nombre pour cette leçon inaugurale qui va porter sur les résistances en Ontario français. Trois moments finalement de résistance dans cette francophonie ontarienne. C'est plus d'un siècle d'histoire qu'on va essayer de passer à travers et on cherche à trouver vraiment les parallèles qui existent dans ces différents moments-là. Donc, je veux souligner des éléments récurrents, ceux qui apparaissent là, dans des crises, des moments de crise. Donc, on a les contextes politiques. Quelle est la nature de la mobilisation franco-ontarienne? Et un peu réfléchir sur la présence qui est toujours très importante du Québec durant ces moments, ce qu'on oublie souvent. Évidemment, on a très peu de temps, à peu près 1 heure pour le contenu du cours, donc on va passer à côté de nombreux détails. C'est vraiment juste, on cherche à faire un aperçu ici. Et donc, bref, tour à tour, j'aimerais vous présenter très rapidement les crises du règlement 17, la crise scolaire de Penetanguishene et retourner sur la résistance de 2018. Et si on a le temps, on va réfléchir un peu à ce qui se produit présentement à Sudbury. Avant d'amorcer le tout en bon historien, on va faire un petit peu de contexte. Je veux parler un peu de la présence française en Ontario durant le 19e siècle et parler un petit peu autour de la question du système de l'éducation de l'époque qui se construit à ce moment-là. Rappelons-nous, pour la présence française au 19e siècle, son système scolaire, que vraiment, au lendemain des rébellions de 1837-38, il y a le fameux rapport de Lord Durham qui, en plus d'être particulièrement sévère sur les Canadiens, ce qu'on appelait à l'époque donc les francophones, les Canadiens français, il va recommander la fusion des deux Canada, c'est-à-dire le Haut-Canada et le Bas-Canada. Le Haut-Canada qui va devenir l'Ontario, le Bas-Canada qui deviendra le Québec, sont fusionnés ensemble. Et entre 1840 et 1867, c'est-à-dire l'année de la Confédération du Canada, cette province va être nommée le Canada uni. Donc, c'est les territoires qui vont devenir l'Ontario et le Québec. Sans y aller trop dans les détails pour le système scolaire ontarien, on peut noter néanmoins que c'est un moment fort, cette période, pour son organisation sous les commandes du pasteur méthodiste Egerton Ryerson. Vraiment le grand-père, finalement, si on veut, du système scolaire ontarien. Et Ryerson avait comme objectif de créer un système scolaire public en Ontario. Alors, pourquoi créer un système scolaire public et de le rendre plus accessible? C'est que la société commence à être beaucoup plus exigeante puisque l'économie s'industrialise progressivement. Et elle nécessite quoi? Une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. La nature de la société est en pleine transformation. On cherche finalement à augmenter la scolarité des jeunes. On cherche à rehausser le caractère, ce qu'on dirait moral à cette époque-là, de cette société-là, de cette jeunesse-là. Mais on est aussi dans un contexte d'une société qui est profondément religieuse. Donc, on va, sous Ryerson quand même, accorder ou maintenir le droit d'avoir des écoles confessionnelles. C'est les écoles confessionnelles qu'on nomme les écoles séparées. Donc, sur en Ontario, on le sait, il y a 4 systèmes scolaires, c'est un peu compliqué, mais bon, on a public, franco-anglo et catholique également. Donc, les écoles séparées viennent de ce milieu-là. Le Canada uni, bon, fusion entre ces deux colonies-là, Haut et Bas-Canada, devient bilingue finalement. Donc, Ryerson ne va pas s'opposer à la création d'écoles de langue française. Il va même appuyer l'utilisation des manuels et défendre les parents qui souhaitent avoir de l'éducation en langue française pour leurs enfants. Bon, il va y avoir certains parents anglophones qui vont se plaindre de la présence de ces écoles de langue française, et on le voit, il y a des pétitions qui sont envoyées, on va même en parler à l'Assemblée. Donc, une documentation qui montre qu'il y a une certaine résistance devant ce phénomène-là, sauf que Ryerson va simplement appuyer leur résistance, dire ils ont le droit ou on ne va simplement pas intervenir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout au long du 19e siècle, l'État est beaucoup plus faible
qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut des permis pour tout, tout est bien encadré, il y a une masse d'informations, on a des numéros d'assurance sociale, des permis de conduire. La capacité de l'État est très restreinte à cette époque. Donc, elle ne peut pas s'imposer autant, ou du moins, elle peut évoquer des règles, mais les appliquer devient quand même un défi. Donc, ça prend un certain moment pour qu'il y ait des normes provinciales qui, à la fois, vont émerger et s'imposer, notamment dans les écoles. Donc, il y a vraiment un lent processus de la création du système scolaire en Ontario. Mais après la Confédération, après 1867, dit je viens, le processus va s'accélérer. Il va toujours être très ancré dans le milieu local. La faiblesse du gouvernement provincial ou national va se traduire par une certaine force au niveau local. Donc, la gouvernance locale demeure très forte. On va voir, par exemple, des conseils scolaires, il va y en avoir des centaines, voire des milliers, parce que c'est très, très, très ancré dans le milieu par la force des choses. Mais au niveau intellectuel aussi, on voit dans l'école un moyen de former le citoyen et de le former à l'image des aspirations de la société. Là, ça devient important d'un peu comprendre quelles sont les valeurs de la société. Et il y a un mouvement intellectuel également qui se développe dans le monde anglophone du Canada qui cherche à édifier une société avec certains critères particuliers. Par exemple, plusieurs membres de l'élite de langue anglaise, que ce soit politique, intellectuelle, etc., craignent la présence et la force et la puissance des États-Unis. Pour eux, il est extrêmement important que le Canada se développe en tant que société britannique, qu'elle résiste aux tentations américaines que l'on juge problématiques, finalement. Il y a donc un sentiment d'impérialisme également qui, chez certains, prend de l'ampleur. Et pour plusieurs intellectuels impérialistes, le Canada a un grand destin. Et son destin, c'est de devenir le chef de file de l'Empire britannique. Ils estiment que c'est ultimement le Canada au 20e siècle va assurer le leadership de l'Empire britannique. On a des idées un peu démesurées sur la capacité du Canada de éventuellement à l'an 2000 avoir au-delà de 100 millions d'habitants ou quoi que ce soit. Mais bref, on voit un peu le milieu intellectuel s'orienter vers ces objectifs-là. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il en découle une ambition d'homogénéisation, une ambition de structurer la société autour de ces objectifs-là. Bref, pour plusieurs, le Canada doit être une société anglo-protestante, alignée sur les valeurs britanniques. Elle doit résister, là, par exemple, à la République américaine, à sa décadence, son matérialisme et tout ça, sa démocratie débridée. Elle doit demeurer une société britannique. Et on estime donc, du côté de l'Ontario, que de plus en plus, les citoyens vont devoir s'assimiler à la majorité. Du côté du fait français, et plus généralement, il y a un vaste mouvement de population qui s'opère au 19e siècle. Vraiment un siècle de mobilité. À l'échelle du monde atlantique, à l'échelle de l'Occident, il y a un brassage de population qui s'opère. Pourquoi? En Europe, l'industrialisation va vraiment bouleverser les économies traditionnelles. Les petits cultivateurs vont se faire essentiellement déplacer. On va concentrer les terres au sein de grands propriétaires terriens, augmenter finalement la rentabilité des terres, sa productivité, tout ça. Ça devient très difficile pour un agriculteur de rentabiliser sa terre. Donc, ça provoque des changements. Les anciens habitants qui n'ont ou finalement les enfants des habitants qui ne réussissent pas à placer leurs enfants vont être forcés à se prolétariser. Ils vont devoir quitter la campagne, se rendre vers les villes, les milieux urbains, s'intégrer notamment dans les usines qui émergent en raison de l'industrialisation. Et les Canadiens français du Québec ne sont pas épargnés de ce bouleversement socio-économique. Des cumuls de grandes familles et de rareté des terres
et de l'industrialisation qui s'opère va provoquer ensemble également un mouvement de population au sein de cette société-là. Donc, on va voir notamment là, pendant la période de 1840 à 1940 à peu près, ils vont se déplacer autour d'1 million de Canadiens français à l'extérieur du Québec. Il y a également des Canadiens de langue anglaise qui vont se déplacer aux États-Unis. Donc, il y a un mouvement de population, c'est généralisé. Mais pour le cas qui nous intéresse précisément ici, on va noter ce grand mouvement de population de francophones. Et la majorité d'entre eux vont intégrer les usines de la Nouvelle-Angleterre des États-Unis, qui est beaucoup plus industrialisée, qui est capable d'absorber cette population-là et qui cherche une main-d'œuvre à bon marché. Les Canadiens français qui intègrent ont davantage une vision de séjourneurs plutôt que de gens qui vont s'établir. Et ça ne veut pas dire que juste à cause que quelqu'un se rend en Nouvelle-Angleterre pour travailler dans les usines qu'il ne va pas retourner au Québec. Plusieurs vont faire de nombreux va-et-vient. Et on a beaucoup d'instances où les gens quittent le Québec, s'en vont en Nouvelle-Angleterre et ensuite vont fonder une famille en Nouvelle-Angleterre, vont se rendre dans le nord de l'Ontario. Donc, il y a vraiment un grand, vaste mouvement de population qui dure sur de longues décennies, une longue période, finalement. Et ce n'est pas juste en Nouvelle-Angleterre, évidemment. Là, les francophones vont se retrouver à l'échelle du continent vraiment. D'autres vont plutôt s'attaquer aux chantiers forestiers. Ils vont se rendre en Outaouais, à la fois québécois et ontarien. Ils vont déborder, finalement, cette frontière-là. Et tout ce mouvement de population-là inquiète énormément l'élite politique et le clergé au Canada français. Comment endiguer ce qui va devenir une crise démographique? Et si on n'est pas capable de l'endiguer, comment on fait pour la rediriger? Ça devient un enjeu important. S'il est impossible, finalement, de garder la population de langue française au Québec, il faut surtout les empêcher, disent cette élite-là, il faut surtout les empêcher d'intégrer les villes américaines, en crainte qu'ils vont perdre leur foi catholique, perdre leur langue, jamais revenir, etc., etc. C'est ainsi qu'il va y avoir des vastes projets de colonisation qui sont imaginés à l'échelle du Québec et du Canada français. Ce qui nous amène à réfléchir à la situation en Ontario. Oui, il existe quelques lieux de peuplement de langue française en Ontario avant ces grands courants migratoires du 19e siècle. Notamment, dans les environs de Windsor, il y a une population de langue française qui existe depuis l'époque de la Nouvelle-France. Panatangouchine également, il y a une présence française, notamment par les voyageurs et puis les métis qui s'établissent avant la période de l'Union. Malgré tout, les grands mouvements de population qui se brassent après les rébellions vont vraiment, et notamment le deuxième tiers du 19e siècle, vont bouleverser la démographie de certaines régions de ce qui va devenir l'Ontario. Et en débordant le Québec, en quête de travail, en quête de terre, ces bûcherons, ces agriculteurs vont investir notamment à l'Est ontarien. Ils vont commencer à peupler des terres qui étaient jadis occupées par des populations de langue anglaise. Donc, le mouvement est si important que les comtés de Prescott et Russell deviennent majoritairement canadiens-français, sont encore majoritairement francophones aujourd'hui. Et cette situation-là va vraiment provoquer un air de panique au sein de certains éléments de la majorité anglophone. Pour plusieurs personnes, on craint une invasion canadienne-française en Ontario. Plusieurs membres du leadership anglophone sont vraiment, littéralement alarmés par la situation. Les journaux de l'époque, par exemple, montrent vraiment et clairement que la présence des Canadiens français dérange. Et on voit, en analysant les écrits, qu'il y a quand même une importante vague de francophobie, hein, une crainte ou une hostilité contre les francophones. On dénonce, par exemple, leur comportement, on dénonce la façon dont la tenue de leur maison, on les trouve pas civilisés. Bref, il y a beaucoup de stéréotypes qui sont alimentés dans les journaux en raison de cette crainte de voir une invasion des Canadiens français en Ontario. Il y a également des groupes comme l'Ordre d'Orange qui, eux, militent
activement pour restreindre l'utilisation du français dans les écoles ontariennes, restreindre l'influence du français et en plus de s'attaquer contre l'influence des catholiques et des écoles catholiques en Ontario. Et ça donne à cette époque, si la vaste majorité, la quasi-unanimité des francophones sont catholiques, il y a également une importante population irlando-catholique. Et tout ça va être important lorsqu'on va discuter du règlement 17. Donc, bref, on a des forces en place là, qui tendent à créer un lieu de tension. Et dès 1885, il y a un règlement scolaire qui est adopté par la province de l'Ontario qui va imposer l'enseignement de l'anglais. Pendant genre 2 heures par jour, par semaine, etc. Donc, on cherche à imposer des normes linguistiques. Il va y avoir d'autres règlements plus contraignants qui vont être adoptés au fil des années. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ils vont être difficiles à appliquer, notamment en raison des nombreuses clauses échappatoires. Par exemple, si on est membre d'une communauté religieuse, on n'est pas nécessairement assujetti à ces règlements-là, et plusieurs enseignants dans les écoles francophones vont être issus de ces communautés religieuses-là. Bref, il y a des façons de contourner les intentions du gouvernement par rapport à l'enseignement et la langue de l'enseignement. Et il y a plusieurs qui croient que les écoles séparées sont à l'abri des règlements du gouvernement. Ils disent, bon, ce ne sont pas des écoles publiques, ce sont des écoles séparées. Des jugements vont venir confirmer le contraire. Mais à cette époque-là, il y a une poussée, notamment auprès de Monseigneur Duhamel, à Ottawa, de pousser les Canadiens français, les Franco-ontariens, à créer des écoles séparées, donc catholiques. Bref, vers la fin du 19e siècle, autant qu'on voyait qu'à l'époque Ryerson, il y avait une certaine ouverture, l'horizon semble être beaucoup plus hostile aux faits français vers la fin du 19e siècle. Et voyant un tourbillon poindre à l'horizon, les Canadiens français de l'Ontario vont se rassembler à Ottawa et vont fonder l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario, l'ACFEO, qui est l'ancêtre de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO. Petit détour historique de côté, on peut amorcer la discussion de la première crise dont je voulais vous parler, le premier moment de résistance, celui qui est le règlement 17, probablement celui qu'on connaît le mieux en Ontario français. Le règlement 17 est en quelque sorte le fruit d'un compromis entre le clergé irlando-catholique et le mouvement de type orangiste en Ontario. Il faut comprendre que les écoles francophones tendent à avoir moins de moyens. On n'a pas d'école normale, on n'a pas les moyens de former des enseignantes et des enseignants qu'on dirait qualifiés aujourd'hui. Donc, la qualité de l'enseignement est variable. Et pour plusieurs, notamment au sein du clergé irlando-catholique, la qualité des écoles de langue française sont inadéquates. Cherchant donc à protéger le système, c'est un peu la façon dont l'envisagent les membres du clergé irlando-catholique, l'évêque Monseigneur Francis Fallon de London, qui était anciennement à l'Université d'Ottawa, qui a été exilé, et puis bon, il est de retour avec une vengeance finalement. Lui, son objectif, c'est de protéger notamment l'avenir des écoles séparées, et il estime que l'avenir du catholicisme passe par l'anglais. Donc, enrayons ou limitons, réduisons l'influence du français. De toute façon, les écoles de langue française sont de moins bonne qualité, d'après ce qu'on en dit. Il y a plusieurs rapports qui tendent à laisser entendre que c'est quand même assez vrai que les écoles sont moins bien soutenues que les autres. Donc, Fallon cherche à militer pour la création d'un règlement scolaire qui va limiter l'accès à l'enseignement en français en Ontario. Bref, l'idée va vraiment faire son chemin à Queen's Park. Parce qu'il y a des lobbies quand même assez actifs. Là. Il y a l'Ordre d'Orange d'un côté, anti-catholique, anti-francophone, et les Irlando-catholiques de l'autre côté qui sont d'accord.
Bref, tous semblent être d'accord qu'il faut limiter ou éliminer l'influence du français dans la province. Et comme de fait, le 25 juin 1912, c'est-à-dire le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale des Canadiens français, est adopté le règlement 17. Et le règlement 17, lui, limite l'enseignement du français et l'utilisation de cette langue, donc l'utilisation du français dans l'enseignement aux 2 premières années du primaire. L'objectif est, on ne peut plus clair. C'est une politique assimilatrice. Elle cherche à homogénéiser la société ontarienne, elle cherche de la rendre anglophone. On va dire, comme pour explication, il faut que les jeunes apprennent l'anglais. Les parents francophones sont tout à fait d'accord, mais la manière qu'on y arrive, ce n'est pas en enseignant un cours d'anglais, mais bien de limiter l'utilisation et voire éliminer l'utilisation du français. Donc, la résistance, la lutte contre le règlement 17 va prendre plusieurs formes. Dans une première phase, la lutte va être extrêmement publique, elle va être éclatante finalement. Dans cette phase, il va y avoir un accent sur la désobéissance civile. L'ACFEO, par exemple, va demander au conseil scolaire de résister contre le règlement, vont demander qu'on n'applique pas le règlement. Et c'est vraiment à Ottawa où la désobéissance va être la plus réussie finalement. Mais elle est aussi résistée ailleurs. Il faut comprendre que le règlement, comment on fait pour appliquer un règlement? Je vous ai dit tantôt que l'État est faible. C'est plus facile de résister parce que comment on fait pour appliquer le règlement, c'est qu'on a des inspecteurs. Les inspecteurs vont des écoles, ils vérifient la capacité linguistique des enfants et ils vérifient comment les matières sont enseignées. Donc, en Cochrane, par exemple, dans le nord-est de l'Ontario, les Sœurs de l'Assomption de Sainte-Vierge vont refuser d'appliquer le règlement, du moins vont dévier aux règles. On va, par exemple, changer les manuels scolaires pour des manuels en anglais lorsque viennent les inspecteurs. Ce n'est qu'un exemple. On voit aussi, lorsqu'on regarde les documents d'époque, il y a des rapports, là, ça c'est aux archives publiques de l'Ontario, on peut voir les rapports du règlement, pour le règlement 17. Là. On voit qu'il y a certains inspecteurs qui ont des noms francophones sont beaucoup plus indulgents que les inspecteurs irlando-catholiques. Et à Cochrane, on voit ça. L'inspecteur irlando-catholique est très sévère contre les sœurs l'Assomption de la Sainte-Vierge. Ils disent que les enfants ne sont pas suffisamment avancés dans l'apprentissage de l'anglais, donc il y a un problème. Alors que lorsque c'est l'inspecteur canadien-français qui fait le rapport, on est très satisfait de l'avancement des jeunes dans la langue anglaise. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de résister. Et il faudrait un peu vérifier, voir davantage. Il y a de la recherche à faire sur ce que les inspecteurs ont fait, parce qu'il y a une clé ici, je pense, qu'on n'a pas tout à fait creusé encore. Bon, il y a aussi, au niveau de la résistance, il ne faut jamais oublier la société civile québécoise. La société civile québécoise est mobilisée autour de cette question-là. Il y a vraiment une vague de solidarité importante. Il y a des campagnes des sous de la survivance pour les blessés de l'Ontario, il y a des discours, il y a des assemblées, la classe intellectuelle est mobilisée, les journaux québécois vont suivre, écrire avec beaucoup d'intérêt autour de la question. Le milieu politique également va être sollicité autour de cette question-là. Et les commissions scolaires du Québec vont même être autorisées de donner de l'argent aux écoles franco-ontariennes. Donc il y a tout un mouvement de solidarité. Il y a aussi un contexte qui permet cela. Et un des éléments de ce contexte-là, c'est les tensions extrêmement vives durant et autour de la Première Guerre mondiale. Le conflit entre nationalistes canadiens-français et impérialistes canadiens-anglais est une source de tension assez importante au pays à l'époque. Et par exemple, je parle de la Première Guerre mondiale, le premier ministre du Canada, Robert Borden, est sympathique à l'idéologie impérialiste. Lui, il souhaite vraiment une participation importante du pays dans la guerre. Or, on va reprocher énormément aux Canadiens français leur faible participation au conflit. Et ça provoque un climat de tension
entre le Québec, les Canadiens français et le reste du Canada. Or, il faut se rappeler une chose, puis je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais juste pour vous offrir un petit peu plus de contexte, là, il y a énormément d'anglophones qui participent au conflit, notamment parce que souvent, c'est des immigrants de première génération, deuxième génération des îles britanniques. Donc, il y a vraiment un lien affectif, familial avec la mère patrie, ce qu'il n'y a pas entre la France et la francophonie canadienne. Donc, il y a un élément de réponse ici qui permet d'un peu comprendre là, les différences, là, en plus du fait que bon, l'armée canadienne opère principalement en anglais, etc. etc. Donc, bref, il faut comprendre la réaction québécoise contre le règlement 17, notamment à travers de ce prisme-là. Pas exclusivement, mais notamment à travers de ce prisme-là. On y voit finalement une très grave injustice contre les Canadiens français et une grave injustice parmi tant d'autres, parce qu'il y a eu plusieurs crises scolaires, conflits scolaires à l'échelle du pays là, depuis le 19e siècle. Bref, le contexte politique va favoriser une solidarité transfrontalière. Du côté du front franco-ontarien, les franco-ontariens vont se doter de plusieurs outils. Pour lutter, il faut avoir les moyens. Donc, ils ont l'ACFEO, mais ils vont également créer le journal Le Droit en mars 1913, qui devait vraiment, là, essentiellement, un organe de combat, une feuille de combat contre le règlement. Hein, l'avenir est à ceux qui luttent, et la devise du droit, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est fondée dans un milieu tendu qui est celui du règlement 17 et d'un combat contre une injustice, du moins ce qui est perçu comme une injustice. Il y a également des manifestations publiques. C'est le cas là, en 1916, notamment en plein hiver, des milliers d'enfants et leurs parents vont défiler à Ottawa. On connaît aussi hein, l'histoire des sœurs des loges qui, avec les parents d'Ottawa, dans la basse ville, là, défendent l'école Gig contre les inspecteurs, contre les policiers. Paraît-il qu'il y a même un policier qui aurait été mordu. Donc, bref, ça devient très violent dans ce cas-là. Donc, il y a une résistance populaire. Okay? Une mobilisation. Et on va également organiser une série d'écoles illégales où on enseigne le français, des écoles libres. Donc, quand on fait cette université symbolique qu'est l'Université libre du Nouvel-Ontario, pas une vraie université, demeure néanmoins dans cette tradition des écoles libres franco-ontariennes. Donc, elle s'inscrit dans cette trame-là. Donc, une première école libre voit le jour à Green Valley, qui est tout près d'Alexandria, dans l'Est ontarien. Et c'est en raison du fait qu'on a embauché une enseignante francophone et son embauche a été contestée par un contribuable de langue anglaise. Donc, c'est une école qui est majoritairement fréquentée par des écoliers canadiens-français, mais est mixte. Et puis, la présence de cette enseignante et de cours en français qui contrevenaient au règlement 17 a provoqué le mécontentement des contribuables de langue anglaise, du moins que certains d'entre eux, il y a des plaintes qui sont faits. Bref, les parents vont s'organiser autour de l'école du Sacré-Cœur qui est établie avec le financement des parents francophones et l'ACFEO. Bref, c'est une école de résistance, une école libre, et elle va durer tout au long du règlement 17. Elle va seulement arrêter d'opérer une fois que le conseil scolaire refasse des écoles bilingues, redonne des cours en français. Ça va être la seule institution durant le conflit dans cette région-là qui offre un enseignement de langue française dans la communauté. Mais peut-être l'école la mieux connue va être l'école Jeanne d'Arc à Pembroke. Et pourquoi? Parce qu'on va faire d'une des enseignantes, Jeanne Lajoie, une figure de proue de la résistance et par la suite, on va l'édifier comme une héroïne de l'Ontario français. Jeanne Lajoie est née à Lefebvre, dans l'Est de l'Ontario. C'est une institutrice, elle a fait plusieurs écoles. Elle a notamment enseigné à Zida, dans le nord d'Ontario, tout près de Sudbury. Et elle va être invitée à enseigner à Pembroke dans l'école Saint John, une école qui devait être de langue anglaise. Sauf que cette école-là est fréquentée presque uniquement par des francophones. Donc, elle décide d'enseigner en français plus longtemps que n'est permis par le règlement 17. Donc, les Sisters of St. Joseph, elles, qui gèrent l'école, se plaignent au conseil scolaire. Elles vont exiger son renvoi. Et elle va être
congédié. Jean Lajoie est congédié de son poste pour contrevenir, en raison du fait qu'il contrevient au règlement 17. Mais bon, il va y avoir une résistance. Il y a des parents qui vont s'organisent autour du cercle lorrain et un certain Alfred Lompré va créer l'école libre Jeanne Lajoie. Et l'école libre Jeanne d'Arc, je dis bien, et Jeanne Lajoie va être invitée comme institutrice. Désolé. Donc, c'est 50 élèves au tout début dans l'école Jeanne d'Arc. Et on a des leaders à Ottawa comme Samuel Genet qui va faire campagne au Québec pour obtenir des dons pour appuyer cette école-là. Donc, ça devient un symbole. Ça devient rapidement un symbole de la résistance. Et elle va tellement être populaire qu'on va devoir inaugurer un nouvel édifice avec 2 salles de classe. De 50 élèves, il va en avoir entre 75 et 100. Lajoie va enseigner sans salaire. Bref, c'est du bénévolat qu'elle fait. C'est de la résistance dans tous les sens du mot. En 1927, à la fin du règlement 17, le Conseil des écoles séparées de Pembroke va enfin embaucher des enseignants francophones, va ouvrir des classes de langue française. De son côté, malheureusement, Lajoie a une santé fragile, elle soigne une tuberculose, elle sera à Montréal et elle va s'éteindre malheureusement en 1930, très jeune. Mais elle va être montée comme une héroïne du fait français. Lionel Groulx, par exemple, en 1940, va la baptiser la pucelle de Pembroke pour rappeler Jeanne d'Arc, l'héros de la France lors de la guerre de 100 ans. Donc, on va puiser dans un répertoire mémoriel pour être capable de se doter de héros, de figures marquantes de la lutte pour la survivance du fait français au pays et en Ontario. Il faudrait vraiment passer beaucoup plus de temps pour rappeler l'ensemble des faits qui entourent le règlement 17. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Je dois passer très, très, très rapidement sur la deuxième partie de la lutte, hein, une lutte plus discrète, une lutte qui est en coulisses. C'est à l'extérieur de ce que je peux traiter aujourd'hui, malheureusement. Je veux dire rapidement qu'il y a énormément de démarchage. Hein. Il y a des gens comme Napoléon Bellecourt, le sénateur, qui va chercher à développer un réseau de solidarité du côté des anglophones après la fin de la guerre. Évidemment, la Première Guerre mondiale, lorsqu'on regarde la carte du Canada là, pour les élections fédérales, il y a une division là, intense. Là. Les secteurs francophones, donc le Québec et certaines circonscriptions électorales où les francophones sont très présents, va voter pour les libéraux et les secteurs anglophones vont voter pour le gouvernement d'union et les conservateurs. Il y a vraiment une division. Et on cherche ultimement à cicatriser ces plaies-là, ramasser les pots cassés. Donc, il va y avoir une ouverture vers cette bonne entente pour renouveler là, finalement avec la concorde entre les deux groupes sociétaux. Quant au règlement 17, c'est en 1927 qu'il va cesser d'être appliqué. C'est pas seulement dans l'optique de réparer des pots cassés, c'est aussi stratégique au niveau politique parce que, on cherche du côté de l'Ontario d'avoir des alliés contre le gouvernement fédéral qui, comme meilleur allié que la deuxième province la plus peuplée, le Québec, il y a du marchandage à ce niveau-là pour être capable d'éliminer le règlement 17 et ensuite on se ligue contre le gouvernement fédéral, dis-je bien, pour obtenir des gains pour les provinces. Avançons, sautons plusieurs décennies. Certains d'entre vous ont peut-être vécu celle-ci. La crise scolaire de Penetanguishene. Je l'ai dit en début d'entretien aujourd'hui, début de cours, que c'est une des régions de peuplement canadien-français, une des premières régions de peuplement canadien-français au 19e siècle. Au fil des ans, toutefois, on voit un phénomène inquiétant du côté du leadership francophone, c'est qu'il y a un taux d'assimilation qui semble être extrêmement important dans cette région. Et à la fin des années 70, lorsqu'on regarde les statistiques, puis oui, il y a des problèmes à juste prendre les statistiques
de telle manière, sauf que c'est les outils qu'avaient les gens à cette époque-là et ça nourrit le contexte de l'époque. Hein? Donc, sur 6 000 habitants de la région, on voyait dans les recensements que 80 % étaient d'origine française. Or, il y avait seulement 40 % de cette population qui utilisait le français comme langue première. Bref, on estime en faisant ce calcul-là qu'il y a une forte intégration, une forte assimilation, une pression énorme du côté de l'anglais à Penetanguishene. Il y a des écoles élémentaires de langue française, mais l'enseignement en français au niveau secondaire est très peu accessible. En 1965, il y a la fermeture de l'école secondaire publique de continuation, où il y avait des élèves, énormément d'élèves francophones. Et l'école secondaire de Penetanguishene, la Penetanguishene Secondary School, doit offrir à partir de cette année-là des cours avancés de français pour les francophones, afin de compenser. 2 ans plus tard, en 1967, l'école secondaire de Penetanguishene devient officiellement bilingue, mais elle maintient un caractère anglophone. Il faut comprendre aussi qu'on n'est pas encore rendu en Ontario à cette époque où on peut avoir une école une école secondaire entièrement de langue française. Il faut attendre 1969 avant que les lois adoptées de l'année précédente puissent être en application pour avoir des écoles de langue française. Bref, il y a certaines matières qui peuvent être enseignées en français, mais ce n'est pas toutes les matières. Et on n'est pas tous équipés pour offrir des manuels non plus de langue française. Bref, c'est compliqué pour ceux qui veulent, les parents qui veulent que leurs enfants continuent leur éducation en français, ça peut être très difficile. En 1969, toutefois, avec les lois qui changent, on crée des communautés consultatives de langue française, des CCLF, au sein des conseils scolaires. Donc, le conseil scolaire de Simcoe, où se situe l'école de Penetanguishene, a ce comité consultatif, mais c'est consultatif, ce n'est pas exécutif. On n'a pas le droit de prendre des décisions de construire une école, par exemple. On constate toutefois qu'il y a vraiment juste une minorité d'élèves qui s'inscrivent dans le cours de langue française à partir de la 11e année. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Décrochage scolaire? Très possible. Inscription dans les cours de langue anglaise au lieu? Également très possible. Bref, je pense qu'il y a ces 2 phénomènes-là qui s'opèrent. Donc, on perd des jeunes qui ne réussissent pas leur parcours scolaire, et tandis que d'autres vont simplement poursuivre en anglais. En 1976, il va y avoir une élève, Denise Jaiko, qui va écrire une lettre. Et elle va dénoncer ce qu'elle estime être un gros phénomène d'assimilation qui se produit dans l'école de Penetanguishene. Et elle va écrire sa lettre, elle va faire 24 demandes, et puis, lisant cette lettre-là, le comité consultatif, le CCLF, lui, va appuyer sa démarche. Et Jaiko cet élève-là va demander la construction d'une nouvelle école de langue française. Et bref, on va débattre de la question, on va créer 2 comités. Il va y avoir un comité à l'interne et un comité à l'externe. Et là, ça va être pour évaluer quels sont les besoins des francophones. On va essayer d'étudier cette question-là. L'année suivante, il y a des recommandations. Le comité interne, lui, recommande quoi? Un pavillon français. C'est-à-dire, on va créer un annexe, on va construire un annexe rattaché à l'école de langue anglaise. Et ce sera un pavillon de langue française. Sauf que le comité externe, lui, propose plutôt la construction d'une école distincte. Pas un annexe, mais sur un autre lieu et complètement séparé physiquement de l'école de langue anglaise. Le conseil scolaire ne veut rien savoir. Refuse catégoriquement de céder. On continue le démarchage. En 1978, le CCLF fait une étude. Lui, il propose d'utiliser des sites existants qui sont accessibles pour construire une nouvelle école. Encore une fois, un refus du conseil scolaire de Simcoe, majoritairement de langue anglaise, évidemment. Et en 1979, vraiment, la crise va battre son plein et c'est là qu'on va opérer une autre école de résistance, une autre école libre. En 1979, la Commission des langues de l'Ontario, qui a été créée suite à la crise scolaire de Sturgeon Falls, dont je n'ai pas parlé, qui sert comme comité d'appel, finalement, aux décisions des conseils scolaires, demande qu'on construise une école de langue française. Mais le conseil scolaire va toujours refuser. C'est leur droit de refuser.
La loi n'oblige pas les conseils scolaires de créer des écoles de langue française pour les franco-ontariens. La loi donne le droit aux franco-ontariens d'obtenir ces écoles-là. Mais pour l'obtenir, il faut négocier, il faut les gagner. Bref, Penetanguishene devient rapidement un symbole de la lutte pour la culture et l'éducation de langue française en Ontario. Et là, il y a un phénomène qui s'opère. Là, tout le monde s'active. Hein? L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens va lancer une campagne provinciale pour la construction d'une nouvelle école. Il y a un comité provincial de stratégie qui va être créé. Il va y avoir la Fédération des francophones au Québec, l'Association canadienne-française de l'Ontario, l'ACFO, Direction jeunesse, la EFO, la Fédération des élèves du secondaire franco-ontarien, la FESFO à l'époque. On crée une école de la résistance, l'école La Huronie. Et Janine Séguin, qui est présidente de l'ACFO à l'époque, va devenir directrice de cette école de résistance. Et bref, on est encore en train de, dans ce coin ici, on est en train de poursuivre une tradition des écoles libres franco-ontariennes longtemps après le règlement 17. Le geste va être largement publicisé. On voit ici une photo, là, la première pelletée de terre symbolique là, de l'école de résistance. Il y a une grande fête qui est organisée. Et le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. 56 élèves de la 9e à la 13e année. Et l'école va se situer, non pas dans un champ, mais bien dans le bureau de poste abandonné de Penetanguishene. L'AEFO, qui est le syndicat des enseignants, là, va organiser la pédagogie. Les enseignants sont bénévoles. L'AEFO va, par exemple, demander à ses membres de contribuer 1 heure de salaire pour financer la campagne. Il y a aussi une campagne de financement, parce que le conseil de Simcoe ne veut pas bâtir une école, ça coûte trop cher. C'est souvent ça, là, ça coûte trop cher, on ne veut pas le faire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y en a qui sont plus fin finaux que d'autres. Il y a une campagne pour financer l'école franco-ontarienne qui s'appelle la campagne des 10 sous pour Penetang. On poste des cartes postales avec 10 sous dedans au conseil scolaire de Simcoe pour leur donner de l'argent pour construire l'école. C'est un petit coup que font les franco-ontariens à l'échelle de la province pour montrer qu'il y a une solidarité autour de cette question-là. Puis je pense, voilà, on a le 10 sous pour Penetang ici, là, cette campagne-là qui cherche à promouvoir la solidarité et montrer aux gens du conseil scolaire que c'est une demande qu'exige cette population francophone-là. Bon, et justement, on a l'école de la résistance ici, là, le bureau de poste. Si les franco-ontariens sont un peu fiers de leur coup, sont contents de la mobilisation, il y a de la résistance contre la résistance, pour ainsi dire. Puis là, je veux faire bien attention là, et vraiment vous dire, là, tout au long des crises, c'est pas à cause qu'on est francophone qu'on est en faveur. Il y a un nombre important de francophones qui sont contre. À Penetanguishene, sont contre une école de langue française, durant le règlement 17 aussi. C'est normal, il y a des conflits, il y a des divisions. Il n'y a pas d'unanimité totale. Il y a des tendances, toutefois. Et il y a de la mobilisation très claire. Du côté anglophone, toutefois, on voit qu'il y a certaines hostilités qui pointent autour de l'école. Il va y avoir, par exemple, la création ça s'appelle la Concerned Citizens for Bilingual Unity. Ils vont avoir un slogan assez curieux, go back to Québec, qu'ils vont dire, parce qu'ils estiment que les gens de Penetanguishene, que ça fait 150 ans qu'ils sont là, viennent du Québec, ce qui n'est pas le cas. Bref, on a de la misère à faire la différence entre la mobilisation et les demandes franco-ontariennes. On a de la misère à départager ça de ce qui se passe au Québec. Parce qu'une crise également, je vais y arriver bientôt, le contexte politique mène à ça. La ville de Penetanguishene va demander une injonction pour éliminer l'école de résistance. Elle va être approuvée en cours. Le commissaire aux langues officielles, Max Yeldon, appuie les francophones. Pierre Trudeau, qui est dans l'opposition, il a perdu ses élections. C'est Joe Clark, qui est premier ministre à cette époque-là, va envoyer un télégramme d'appui
aux parents et aux élèves, et il va demander que le gouvernement respecte la minorité francophone et lui donne une école secondaire. Mais Bette Stevenson, qui est la ministre de l'Éducation, refuse. Parce que l'Ontario n'aime pas s'ingérer dans des affaires, surtout les gouvernements conservateurs n'aiment pas s'ingérer dans la gouvernance locale. Du moins, c'est ce qu'on voit souvent dans ce qui se produit autour de ces crises-là. On dit souvent, mais en tout cas, c'est utile de juste dire non, c'est une question locale parce que tu n'as pas besoin d'intervenir. Au niveau national, en 1979, il y a vraiment une crise. Avec une crise d'unité nationale qui va déboucher vers une crise constitutionnelle et une autre crise constitutionnelle, et on est dans des moments de crise. Le Parti québécois, par exemple, est au pouvoir au Québec et on est à la veille du référendum sur la souveraineté association qui a lieu en 1980. Trudeau va quand même réussir à battre, c'est-à-dire les libéraux vont défaire le gouvernement de Joe Clark, vont demander à Trudeau de se présenter comme premier ministre. Il va gagner ses élections autour du thème de l'unité nationale. Et plusieurs Canadiens pensent qu'il va être vraiment le seul à pouvoir combattre les forces souverainistes. Du côté ontarien, le premier ministre, Bill Davis, lui, et l'Ontario s'est toujours vu comme un grand défenseur du fédéralisme canadien. Et en 1979, le premier ministre de l'Ontario va poursuivre cette tradition-là, va aller à Montréal, va vanter le traitement très favorable réservé aux francophones de sa province, mais il va être lourdement critiqué par les Franco-Ontariens. Et parce qu'il dit, oui, mais OK, tu dis aux Québécois que tu es en train d'aider les Franco-Ontariens, mais on a une crise scolaire et tu n'agis tout simplement pas. Et éventuellement, la société civile québécoise va s'activer aussi. Hein? La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal va appuyer les parents et les élèves de l'École de la Résistance, va demander qu'on crée une école de langue française à Penetanguishene. La pression est de sorte que le gouvernement provincial va être obligé de s'activer. Et Davis va promettre de débourser 95% des coûts de la construction de la nouvelle école. Les Franco-Ontariens disent, bon, parfait, 95% des fonds, c'est dans la poche, on a gagné, ferme l'école de la résistance, conseil scolaire de Simcoe refuse encore, et toujours, et systématiquement, de construire l'école de langue française. Bref, la seule issue va être d'y aller devant les tribunaux. Donc, l'ACFO va aller devant les tribunaux pour imposer la construction d'une nouvelle école et la Cour supérieure de l'Ontario va rendre une décision favorable. De sorte qu'on demande, et c'est important ici, là, que la commission scolaire construise une école de langue française distincte pour les francophones, mais avec des installations équivalentes. Elle ne peut pas être une école plus pauvre, avec moins d'outils, moins d'installations, moins de labos. Elle doit être en mesure d'être de qualité égale. Donc ça, c'était assez important, puis c'était une grande victoire pour les gens à l'époque. Et puis, l'école secondaire Le Caron va ouvrir ses portes en 1982. On commence à voir un petit pattern. Hein? La recette, là, pour une bonne soupe à la crise, semble être, bon, un contexte politique qui est favorable, une crise politique, hein, que ce soit une guerre mondiale, que ce soit une crise constitutionnelle ou d'unité nationale. Il doit y avoir une forte demande locale, une forte mobilisation au niveau local. Il doit également avoir, ou du moins ce qui aide énormément, c'est un engagement soutenu du réseau associatif. Hein, les ACFO, les directions jeunesse, FESFO, FHQ, qui devient FCFA à l'époque. C'est important que ces joueurs-là soient là. Ils font du démarchage. Il y a aussi l'importance de l'intérêt de la société civile québécoise. Et tout ça va également être réuni autour de la dernière crise que je veux vous présenter aujourd'hui, qui est celle qu'on nomme la résistance, finalement, en 2018. Rappelons le contexte de cette crise-là. C'est pour contrer l'abolition du commissariat au service en français, qui n'est toujours pas indépendant après les coupes, et l'Université de l'Ontario français qui avait été abolie en 2018. C'est un nouveau gouvernement conservateur, progressiste conservateur de Ford qui est élu en juin 2018. Le mandat est quoi? De rationaliser les dépenses de l'État, trouver des épargnes dans les programmes, etc., etc. On veut réviser chaque ligne du budget,
tous les gouvernements aiment bien faire ça. Le secteur universitaire, donc, est ciblé. On a également appris dans une nouvelle de Radio-Canada, le 14 avril dernier, que les recteurs de Laurentian et d'Ottawa avaient lobbyé le gouvernement pour, contre l'UOF, l'Université de l'Ontario français. Donc, les institutions bilingues avaient comme idée de, eux, intégrer le marché torontois où se situe l'Université de l'Ontario français, offrir leurs programmes, leurs cours, parce qu'ils existent déjà, mais ne pas offrir la gouvernance par et pour. Donc, bref, il y a eu du démarchage de plusieurs côtés à ce niveau-là. Donc, on abolit le CSF, on abolit l'UOF. La réaction est immédiate et retentissante du milieu franco-ontarien. Il y a aussi, il faut comprendre, il y a quelque chose qui se passe au Québec également. Il semble avoir un déclin de l'option souverainiste, du moins momentanément, mais on voit que le PQ baisse, ne réussit pas à se faire élire après plusieurs années des libéraux au pouvoir. Et là, c'est un parti que personne ne prenait au sérieux pendant de longues années. L'ancienne ADQ qui devient la coalition Avenir Québec, la CAQ, sous François Legault, qui est élu majoritaire, donc qui va diriger l'Assemblée nationale et l'État du Québec. Et donc, le paradigme semble changer, là. Et le mouvement qui décolle en Ontario français semble intéresser le milieu québécois qui se cherche en quelque sorte. On commence à épouser un peu moins la souveraineté explicite. Il semble être beaucoup plus une vision d'autonomie, nationalisme, etc., etc. Et ça permet de regarder avec beaucoup plus d'empathie ce que font les Franco-ontariens qui luttent pour quoi? Une autonomie. Hein? Ils cherchent à autonomiser le milieu universitaire. Ils cherchent à protéger leurs institutions. Et ce qu'on voit, c'est que la solidarité québécoise est absolument immense. Hein? On le voit dans les journaux, les médias québécois s'intéressent à la chose. Le gouvernement Legault sermonne un peu Ford sur le fait que les communautés francophones ne sont pas des minorités comme les autres. Il y a énormément de bruit qui se fait du côté québécois. Et il y a également la plus importante manifestation politique de l'histoire contemporaine de l'Ontario français le 1er décembre 2018. C'est 15 000 personnes qui vont manifester dans les rues à l'échelle de la province, à l'échelle du Canada. Au Québec également, il y a des gens qui descendent dans les rues pour manifester. Donc, la campagne de résistance avait encore des éléments similaires à celle de Penetanguishene. C'est-à-dire, il y a des institutions qui sont fermées et ça devient une crise politique. Il y a un grand appui de la société civile franco-ontarienne. Le leadership du milieu associatif, AFO, REFO, FESFO, et de la partie. La classe politique et intellectuelle du Québec s'intéresse à la question. Je vais prendre quelques minutes, puis finalement, ultimement, il va y avoir un appui du fédéral qui va sauver l'UOF, qui va ouvrir ses portes là, en septembre 2021. Demi-victoire parce que le commissariat est toujours aboli. Cela étant dit, je vais prendre une petite minute pour clore le cours en parlant de la crise à Sudbury. Juste pour mettre, parce qu'on a des gens de partout au pays, juste pour mettre tout le monde au courant de ce qui se passe. Dans les derniers mois, écoutez, le 1er février, qui est le 50e anniversaire de la pièce du Théâtre du Nouvel-Ontario, là, moi je viens du Lancety, la Laurentian University annonce qu'elle se met sous la protection de la loi sur l'arrangement des créanciers des compagnies parce qu'elle est insolvable. La communauté universitaire est vraiment en état de choc. Le 12 mars, l'Université de Sudbury, qui est une excroissance du Collège du Sacré-Cœur de Sudbury, fondé en 1913, l'Université de Sudbury depuis 1957, et fédérée à la Laurentian, annonce son intention de devenir autonome, de devenir une institution par, pour et avec les francophones, donc utiliser sa charte de l'Université de Sudbury pour la communauté franco-ontarienne. Elle annonce également son désir d'offrir sa charte dormante là, du Collège allemand pour les communautés autochtones si elles souhaitent s'autonomiser.
tout le monde, encore une fois, est en état de choc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Sudbury? Le 1er avril, et c'était pas une blague, c'était pas un poisson d'avril, la Laurentian University annonce unilatéralement la résiliation de la Fédération de Laurentienne à laquelle adhérait évidemment et qu'a créé, en quelque sorte, l'Université de Sudbury. Le même jour, c'est 400 universitaires à l'échelle du pays, dont plusieurs centaines du Québec, qui signe une pétition en faveur d'une université de langue française à Sudbury. Cette pétition-là apparaît simultanément dans le Devoir de Montréal et dans le Voyageur de Sudbury. Le 6 avril, la sénatrice franco-ontarienne, Lucie Moncion, demande le transfert immédiat des programmes en français de la Laurentian à l'Université de Sudbury. Et le même jour, le Sénat de la Laurentian, de l'instance académique, va approuver à huis clos le plan de restructuration académique qui élimine 48 des programmes de langue française de son établissement. Quelques jours plus tard, le 12 avril, c'est une centaine de profs, dont votre très humble serviteur, et un peu moins d'une centaine de membres du personnel de soutien qui sont licenciés en anglais. Ensuite, l'Université de Sudbury et l'Université Thorneloe, qui étaient également fédérées, contestent la dissolution de la fédération, mais vont être abroués en cours. Sauf que l'Université de Sudbury semble sabrer le champagne, ce qui est un peu curieux. Et en fait, la juge Gilmore, qui rend le jugement dans le cas de Sudbury, affirme c'est curieux que vous voulez rétablir la fédération parce que c'est contre vos intérêts de devenir une université de langue française. Et elle dit dans sa décision qu'une université de langue française à Sudbury est un objectif louable et important. Sinon, d'autres acteurs, la coalition nord-ontarienne pour l'université francophone, le regroupement des professeurs francophones, l'AFO, le REFO, tous sont sortis explicitement en faveur du projet de l'Université de Sudbury. Il y a vraiment un mouvement de solidarité qui commence à se développer, une quasi-unanimité du côté de la société civile, bref, autour de cette question-là. Qu'est-ce qui reste dans la recette? Ben, il y a un contexte politique qui semble être favorable au projet d'autonomisation. Les élections fédérales sont bientôt. Peut-être qu'il y aurait un intérêt du côté du fédéral et les signes semblent être positifs vers ça. Le gouvernement provincial veut-il risquer d'aliéner encore plus la population francophone? C'est une bonne question à poser. Je n'ai pas la réponse. Qu'en est-il de la société civile, de la classe intellectuelle et politique du Québec? Il semble avoir un appui important de la classe intellectuelle du Québec, comme en démontre la pétition qui a été signée. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un énorme intérêt du côté des médias québécois. Donc, peut-être qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais bon, bref, on voit qu'il y a plusieurs ingrédients qui sont déjà manifestés autour de cette crise-là. Et je serais très curieux de voir comment elle va se dérouler. Ça conclut la partie magistrale du cours. Je vous remercie énormément pour votre attention. On va arrêter l'enregistrement. On pourra discuter par la suite à votre guise. Merci beaucoup pour votre attention et votre générosité. Ça me fait énormément chaud au cœur de vous voir ici ce soir.